Bonjour Charles. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Charles, aujourd'hui on va parler d'un réalisateur qui a une fois de plus marqué l'histoire du cinéma fantastique. Un réalisateur culte, le Canadien anglophone David Cronenberg. Alors, on aurait pu prendre dans sa filmographie Scanners, on aurait pu prendre Faux Semblants, on aurait pu prendre Vidéodrome, ou bien encore An History of Violence. Ou Existence. Ou Existence. On n'a pas choisi la facilité. Non, on a choisi un film austère de 1979 qui s'appelle en anglais The Brood, ce qui veut dire la couvée, qu'on a traduit, à mon avis bêtement, en français par chromosome 3. Ne cherchez pas de chromosome, il n'y en a pas, et 3, ça pourrait être chromosome 5. Ouais. Bah alors l'histoire, rapidement, c'est une histoire un peu autobiographique du réalisateur, puisque le réalisateur venait de divorcer avec sa femme, qui avait été plus ou moins, s'est retrouvé plus ou moins dans une secte un peu New Age de ces années comme ça, fin des années 70. Et le film parle aussi de ça, puisque c'est un mari qui est divorcé avec sa femme, qui se partage la garde de la petite fille, et la femme, l'ex-femme, est sous l'emprise d'un espèce de thérapeute alternatif, Oliver Reed, un gourou qui a des méthodes particulièrement salées, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. La première scène, d'ailleurs, il est en train de travailler avec un de ses patients et il l'humilie devant un public. Enfin, c'est vraiment, ça prend aux tripes. Hein. Oui, si vous vouliez faire une sélection de films sur l'humiliation, je crois que là... c'est une scène vraiment marquante parce qu'elle est jouée avec tellement de justesse. Ouais. Que waouh, on a du mal pour le gars qui est en face. Hein. Oui. Alors Charles, d'ailleurs, le début du film très très marquant, la fin aussi, vraiment fin très très... C'est vraiment un film qui a deux passages vraiment forts, le début et la fin. Oui, parce qu'entre-temps, il y a quand même... C'est encore... Bon, c'est les débuts. Hein, oui, ce sont les débuts. Hein, c'est les débuts de Cronenberg. Il y a un peu de maladresse, il y a un peu de lenteur dans la mise en scène. Il y a comme ça des petits défauts par-ci, par-là qui font le film n'est pas abordable pour tout le monde. Un manque de moyens, un manque de peut-être même de créativité. Oui. Bon, qui font que y a des éléments chocs, hein, comme toujours chez Cronenberg, oui. On retrouve donc l'exploration du psychisme humain associé à un côté très scientifique. Absolument. Quand tu disais au début un cinéma fantastique, entre guillemets, c'est un fantastique particulier. On n'est pas dans la Hammer, Christopher Lee et compagnie, on n'est pas chez Wes Craven, on n'est pas chez John Carpenter. Non, on est plutôt du côté de l'anticipation, voire presque de la science-fiction. Absolument, avec des personnages qui sortent de l'ordinaire. La mouche, par exemple, les jumeaux de Faux Semblants, le festin nu, etc. Donc on est dans un aspect un peu particulier qui fait... à la fois sa force aussi. Oui. Peut-être sa faiblesse quelquefois. Oui, parce que vraiment ce qui caractérise cette période très très créative chez Cronenberg, en fait, c'est que du psychisme sortent des choses qui deviennent réelles. Oui. Ça, c'est ce qu'on retrouve vraiment dans Existence, et qui pour moi, le film peut-être qui est le plus... le film en soi n'est pas extraordinaire, mais l'idée du film, elle est vraiment novatrice. Oui. Donc voilà. Alors The Brood, comme dit, hein, donc c'est l'histoire de cette petite fille qui se retrouve ballottée entre sa mère et son père. Oui. Et en parlant de petite fille, les méchants du film sont justement des petits enfants qui ressemblent à des Teletubbies, mais alors qui sont complètement glaçants. Complètement glaçants, qui ne seraient plus faisable aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on a d'ailleurs une séquence aussi où il y a la petite fille qui prend un bain, on a une séquence de nudité. Hors de question. Aujourd'hui, va des rétros, censure l'oreille. Hop, tralala. Donc, un film, donc le casting, comme on l'a dit, on a deux acteurs très lourds. Oliver Reed, rappelez, ça a été, puisque je parlais de la Hammer, ça a été le loup-garou dans le film de Terence Fisher. Après, il a pas mal travaillé avec l'anglais un peu déjanté aussi, Ken Russell, Love notamment, Tommy, l'opéra rock, l'opéra rock des Who. Et il aura même un rôle dans le grand film de Ridley Scott, Gladiator, qui est un de ses derniers rôles, puisqu'Oliver Reed est décédé là maintenant presque 20 ans. C'était quelqu'un, paraît-il, de pas très commode, mais qui avait une présence. Je me rappelle d'un film assez inégal qui s'appelle La Dame dans l'auto, avec des lunettes et un fusil. C'est peut-être le titre le plus original, mais il est extraordinaire. Avec Samantha Eggar. Ah bon? Bah oui, justement, parce que ce gars a un charisme extraordinaire, mais Samantha Eggar... Oui, alors l'actrice, elle est très très bien, elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait, je dis ça souvent, mais malheureusement c'est le cas. On l'a découverte dans The Collector, où elle a eu le prix d'interprétation à Cannes pour le film de William Wyler, L'Obsédé, puis elle fera après
La Dame dans l'auto, comme j'ai dit, Anatole Litvak, bon, ça se regarde, mais le Docteur Dolittle, il n'y a pas... C'est pas la carrière qu'on aurait pu espérer d'une actrice de 7 ans qui est extraordinaire, je veux dire. Et les seconds rôles aussi, très bons, très bons. Très bon. Non, mais Cronenberg est un excellent directeur d'acteurs. Ouais. Que ce soit des stars comme Jeremy Irons ou des acteurs moins connus, il dirige très bien les acteurs. Alors, personnellement, je mets quand même un petit bémol, malheureusement, sur l'acteur principal. Oui, qui n'est pas très bon. C'est celui qu'on voit il n'est pratiquement pas tout le temps à mauvais, l'image, en fait. mais il manque de charisme, Voilà. quoi. Il est un peu fadasse, quoi. Il n'est pas mauvais, hein, loin de là. Hein. C'est pas une erreur de casting, mais il n'est pas à la hauteur du thérapeute et de la femme. Donc, bon, voilà. Oui. Un petit mot sur la musique. Alors la musique, c'est la première fois dans la carrière de Cronenberg, qui, rappelons-le, débutait, où il a fait appel à un compositeur que personne ne connaissait à l'époque, qui s'appelle Howard Shore, et qu'il gardera pendant toute sa carrière, à l'exception de Dead Zone, où il n'était pas disponible. Alors Howard Shore, si ça ne vous dit rien, ça devrait quand même vous rappeler quelque chose, puisqu'il a composé la musique de Seven, du Silence des agneaux, du Seigneur des anneaux, donc il y a du lourd là. Ouais. C'est un compositeur très marqué par la musique classique de la fin du 19e siècle, du 18e, 19e siècle. C'est-à-dire des compositeurs comme Mahler, l'école viennoise, ou des compositeurs français, comme Gabriel Fauré, etc. Tu n'es pas fanat de sa musique dans ce film? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que tout de suite on va me lancer des œufs. Ah, t'as touché Howard Shore. Ok, le gars, c'est un compositeur extraordinaire. Hein. Moi je remets pas en cause sa carrière, je remets pas en cause son talent. C'est simplement pour moi, c'est comme s'il avait écrit la musique sur le scénario, mais pas sur les images. Parce que comme je l'ai dit précédemment, le film est un peu faiblard, la mise en scène est un peu fadasse, enfin elle est un peu, il y a un peu de maladresse, il y a des choses qui sont un peu lentes. Oui, c'est pas un film de metteur en scène. Il aurait fallu une musique qui remonte la mise en scène. Or là, c'est une musique un peu pompeuse qui fonctionne très très bien sur des images magnifiques, mais qui ne remonte pas les images. Donc personnellement, je suis pas fan. La musique en elle-même est très bien, mais je la trouve pas adaptée à 100% par rapport au film. Et ce que tu dis, j'ai une anecdote qui est intéressante concernant Peter Jackson. Après sa trilogie, il a donc fait le remake de King Kong, qui est assez intéressant d'ailleurs. Et naturellement, il a fait appel à Howard Shore pour la musique. Et il lui dit, moi je ne suis pas d'un Cronenberg, tu me fais du Cronenberg là. Ouais. Et il l'a viré. Il l'a viré et il a pris un autre compositeur. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. C'est ce que tu as ressenti. Moi, Howard Shore, il est excellent, mais il n'arrive pas à sortir de ses sentiers tracés. Quoi. Si on lui dit, tiens, fais-moi quelque chose d'autre, je pense qu'il est mal à l'aise. Quoi. Oui. Même s'il a pu faire des comédies comme Madame Doubtfire ou Big, avec Tom Hanks, qui sont musicalement assez réussies, et plus audibles peut-être. Ouais. Donc il a du talent, la question n'est pas... la question n'est pas là. Mais il est culte pour la trilogie. Oui, ça Tolkien. C'est normal. Mais là, les images sont tellement magnifiques que voilà, quand tu fais du classique, quand tu fais comme ça des choses, orchestre philharmonique et tout, il faut que les images soient à la hauteur. Là, en l'occurrence, un petit film de série B, nous sortir comme ça une musique... là, un peu, voilà, bon, bref. Expérimental, pratiquement. Il y a le côté expérimental est bien rendu, c'est pas ça c'est bien rendu, absolument. C'est bien rendu, oui. Mais pour moi, elle colle pas aux images. Bon. Exactement, oui, moi je suis d'accord, C'est donc un film intéressant. C'est un film intéressant pour comprendre la carrière de Cronenberg. À découvrir, pour comprendre la carrière d'un metteur en scène, mais comme dit, on peut le rejeter. Ouais, on n'a pas choisi le film le plus facile. Non. C'est peut-être Dead Zone le plus facile qui est. Mais Dead Zone, c'est pas un film spécifique Cronenberg. Les spécifiques Cronenberg, c'est The Brood, c'est Scanner, c'est Videodrome, c'est Existence, c'est le faux semblant. Ça, c'est vraiment du pur Cronenberg. C'est vraiment les hallucinations qui prennent vie. C'est vraiment le côté scientifique. C'est un metteur en scène hallucinatoire. Ouais, c'est ça. Et quand même. Frisson aussi. Oui. Petit détail intéressant. C'est pas souvent qu'on peut dire ça. Monsieur Cronenberg a été président du Festival de Cannes. Vous pouvez pas citer un autre metteur en scène entre guillemets fantastique qui a été président ou qui le sera. Donc. Oui. Il a une carrière, beaucoup de reconnaissance. Moi, j'ai une petite idée sur la fin de sa carrière. Je suis pas super fan parce qu'on retrouve plus justement ce côté Cronenberg que j'adore. Mais bon, après, tant mieux pour lui. Pour les tout derniers, je suis d'accord avec toi. Pour les tout derniers,
Cosmopolis, par exemple, là, est assez pénible, effectivement. Même si c'est quand même son univers. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Ouais. En tout cas, je crois que ça vaut la peine d'entrer dans ce film, d'essayer d'entrer dans ce film. Et comme dit, vous verrez, le début est quand même étonnant. Vous serez fixé. Si la première scène ne vous accrochez pas, n'insistez pas. Voilà. Par contre, si vous vous rendez compte que là, il y a quand même une prestation d'acteur superbe et qu'il y a une ambiance particulière, on vous le conseille. Absolument. Brood, 1979, David Cronenberg. Oui, et si vous prenez le DVD d'origine, regardez l'interview, les interviews, il y a une interview de Cronenberg et du fameux compositeur Howard Shore. C'est très instructif. À bientôt. Bonne séance, à bientôt. Merci.